je le dis de façon un peu simple, tu as raison. mais il s'interroge sur la guerre qui doit continuer parce qu'on l'alimente. Est-ce qu'on a tort? Est-ce qu'on s'engage dans un engrenage? Regardez, au moment où vous parlez, cette école qui a été bombardée par les Russes ce matin, et où, à Louhansk, où on parle de dizaines de morts civiles, où s'étaient réfugiés un certain nombre de civils. Voilà, donc est-ce qu'on alimente la guerre ou est-ce qu'il vaut mieux pas finalement, sachant, disent-ils ou pensent certains, qu'elle ne peut pas être gagnée par les Ukrainiens, pardon de le dire comme ça, il vaudrait mieux finalement laisser les Russes finir le travail le plus vite possible. Est-ce que c'est une question qui se pose ou qu'est-ce qu'on ne doit pas poser? Ce sont des débats tout à fait, je dirais, intra-européennes, parce que les Ukrainiens ne se posent pas du tout la question de cette manière. Pour nous, il n'y a pas de solution. Et ça veut dire quoi, si on se projette un tout petit peu plus, ça veut dire quoi? Arrêter de donner les armes. Donc on arrête les armes, les Ukrainiens seront conquis, ou même aujourd'hui, on n'est même pas sûr que ça va arriver vu l'état de l'affaiblissement de l'armée russe. Donc, et après, c'est quoi? Comment vivre dans le monde où Poutine gagne? Vous pouvez imaginer cette horreur où il y a le mal absolu qui se trouve déjà aux portes de l'Europe, juste à côté. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? C'est-à-dire, après-demain, il faudra tous se cacher dans les abris antinucléaires parce qu'il ne va pas s'arrêter là, vu déjà l'état d'esprit et surtout l'état de rage. Ce qui est en train de se passer, c'est où est-ce qu'on va placer le futur rideau de fer? Mais le rideau de fer, je pense que c'est aujourd'hui, ça se décide en Ukraine et c'est l'Ukraine qui est le seul pays aujourd'hui qui va nous amener la solution, parce que c'est les Ukrainiens qui se battent. Et comme vous avez compris, avec le changement et de mentalité, de l'esprit de cette guerre, on va jusqu'à la victoire. Et aujourd'hui, les Ukrainiens ne se posent plus la question, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la victoire? La victoire, déjà pour nous, c'est récupérer l'intégrité de notre territoire. Y compris tout le Donbass. Bien évidemment, tout le Donbass, la Crimée, même si ça prendra du temps. On rêve, mais vous savez, il faut continuer à rêver. Vous savez que ça va être compliqué, la Crimée. Ça va être très compliqué, mais surtout, il y a encore quelques semaines, on disait c'est compliqué de livrer les armes lourdes. Aujourd'hui, on commence à les recevoir. On disait c'est absolument impossible d'arrêter les importations de gaz et de pétrole. Aujourd'hui, on y est. Il y a les pays qui complètement... On comprend parfaitement cette énergie que vous avez en vous pour dire on va gagner. 12h31, si vous nous rejoignez sur LCI, retour sur cette actualité immédiate avec ces terribles images d'un bombardement russe d'une école où se réfugiaient des civils. Nous sommes dans la région de Lugansk, dans l'est de l'Ukraine, ce village de Bilogorivka qui a subi une frappe aérienne. Les bombes ont atteint l'école, complètement détruite. Il y avait 90 personnes sur place, 27 ont pu être sauvées, et donc on s'attend à ce terrible bilan de 60 disparus pour l'instant. Il s'agit de quoi là? Pourquoi les Russes bombardent comme ça sans apparemment d'objectifs militaires derrière? C'est leur offensive actuellement dans le Donbass. J'allais dire, les objectifs militaires sont partout. C'est-à-dire qu'ils font conquérir, donc ils considèrent qu'ils tapent partout. Voilà. Et les populations de la région... Au début, d'ailleurs, les Ukrainiens sentaient que cette opération allait venir et avaient demandé à ce que les populations puissent partir, justement, pour qu'elles ne soient pas les cibles. Parce qu'il n'y a pas de discrimination qui est faite pour les Russes là. Il s'agit de frapper partout pour avoir ce qu'on appelle le tapis de bombe. Enfin, là, c'est plus de l'artillerie. C'est une politique de la terreur? C'est de la conquête d'objectifs. Tout bâtiment est à conquérir, qu'il y ait des civils dedans ou qu'il n'y ait pas de civils. Tout est à conquérir. Conquérir ou détruire. Évidemment, la terreur en fait partie. Il s'agit de toucher les populations et de toucher les militaires ukrainiens qui résistent dans cette région-là pour pouvoir conquérir cette région. Mais en bombardant un village, on peut se douter qu'il y a des civils. Oui, mais ils l'ont fait dans toute leur guerre. Ils l'ont fait en Tchétchénie, ils l'ont fait en Syrie à plusieurs reprises, ils l'ont fait au début en Géorgie. Enfin, malheureusement, on connaît maintenant le mode d'action régulier de l'armée russe, qui écrase tout sur son passage et donc qui finalement utilise souvent, y compris les civils, comme pour faire pression
sur les défenseurs. Alors, en les accusant de faire des boucliers humains, mais sauf que dans les guerres c'est plus compliqué. On voit bien que les Ukrainiens ont tenté d'évacuer les populations, une grande partie d'ailleurs des populations civiles ont évacué, mais comme dans toutes les guerres, il y a toujours des gens qui ne savent pas où aller ou qui veulent pas partir, des vieux qui ont l'habitude de vivre chez eux, qui veulent mourir là. Ou qui ne veulent pas qu'on les évacue vers la Russie. Ou alors qui ont cette peur-là aussi. Enfin, après, les raisons sont multiples pour les gens dans les guerres, et donc les pauvres civils qui sont finalement restés dans ces combats sont aujourd'hui les victimes, comme il y a 100 000, rappelons quand même, dans Mariupol détruit à plus de 90%, il reste 100 000 civils qui survivent dans les ruines. C'est ça la réalité de la guerre. Et donc, sans compter ces espèces de camps de tri côté russe où des milliers de Russes sont déshabillés, interrogés pendant des heures dans le froid et pour essayer de les trier, voire de les évacuer en Russie de plus en plus vers l'Est. Et il n'y a pas de surprise là-dessus parce qu'on a déjà vu faire l'armée russe à plusieurs reprises avant. Donc pour répondre à la question que posait Arlette, justement, en fait, souvent derrière ce discours, c'est une façon d'instiller la peur et donc la défaite. C'est dire prolonger la guerre, mais pour les Ukrainiens, ça n'a pas de sens. Et je pense ce qui a aussi convaincu les Occidentaux, tous les Occidentaux, dont les Américains, du fait que finalement, il y avait peu d'espoir. C'est que depuis le départ, Volodymyr Zelensky a proposé des négociations tout de suite, alors qu'il était agressé. Il l'a répété il y a 2 jours. Et alors, Allah va un peu sursauter, mais il a quand même dit il y a 2 jours que lui, son objectif immédiat pour ouvrir les négociations, c'était pas le retour, c'était même pas pour l'instant de récupérer toute l'Ukraine, hein, c'était le retour aux frontières du 23 février, la veille de l'invasion. Et que là, il le faisait immédiatement. Donc on voit bien qu'on est sur des buts... Après, par la négociation, il voudrait récupérer le reste. Pardonnez-moi, ce sont des buts inatteignables pour les Russes, qui ne vont pas rendre le Donbass. Certes, donc, mais vous voyez bien que s'il n'y avait pas... Mais qu'est-ce qui a déclenché aussi la conscience que finalement, Vladimir Poutine refusait toute main tendue à discuter? C'est Boutcha. Boutcha a été quand même la démonstration faite aux yeux du monde que l'armée russe était capable de se comporter de manière... Enfin, tuer... Sur sa retraite, c'est ce qu'a fait la division Das Reich à Oradour-sur-Glane. Et là, honnêtement... Tuer ces civils, souvent les mains liées dans le dos. Encore pire, oui. Tuer, violer les enfants. Donc c'est vraiment les horreurs absolues qui se sont passées à Boutcha qui ont fait aussi le tournant dans les mentalités. Ce qui prouve aussi l'absence de direction de l'armée russe, où on dit souvent que les hommes ne savaient même pas ce qu'ils faisaient là. Et n'avait aucune directive. Parce que, vous savez, on capte aujourd'hui les conversations de tous les soldats entre eux, les états-majors, comme les Russes sont arrivés avec les talkie-walkie, leurs conversations ne sont absolument pas protégées. Et c'est aujourd'hui un accès libre, même sur YouTube, vous pouvez les écouter régulièrement. Et on voit que c'est tout à fait... les responsables militaires, ils étaient au courant, ils les encourageaient les soldats à piller, à voler et violer. Et même aujourd'hui encore, quand ils essaient de recruter les volontaires pour les amener en Ukraine sur les champs de bataille, parce que les Russes ne veulent pas, ils ont déjà compris que c'est un billet juste en aller, il n'y a pas de retour, ils risquent de périr sur place. Donc on leur promet les trophées de pillage comme une sorte de prime en plus de leur salaire mensuel. Donc c'est quelque chose qui fait partie d'institutions. Il y a les 3 aspects. Il y a les problèmes fondamentaux de l'armée russe. Vous en parliez, du mauvais encadrement de l'armée russe. L'armée russe n'a pas de sous-officiers. Et donc, si vous voulez, entre les officiers et les militaires du rang, il manque une case que nous avons dans nos armées qui permet de maintenir la discipline. Un sous-officier, globalement, pour les spectateurs, c'est un sous-officier pour 10 ou 15 hommes. Donc, ça permet de contenir ça. Le deuxième problème intrinsèque à l'armée russe, c'est la violence. La violence fait partie de l'armée russe, aussi bien pour les jeunes appelés qui rentrent dans le service que la violence fait partie, donc ils sont éduqués là-dedans. Ça, c'est les 2 problèmes fondamentaux. Le 3e problème qu'il peut y avoir, c'est effectivement les directives qui sont données. Et donc, je pense que l'absence de directives. Oui, mais moi, je suis plus critique en disant, pour rejoindre un peu ce que vous venez de dire, là, c'est les directives qui ont été données. On l'a bien vu dans la région de Boutcha, il y a des civils témoins qui ont dit que des soldats russes
parfois, disait à un civil je m'excuse, mais j'ai des directives pour faire ça. Donc ça veut dire que c'est pas seulement le fait qu'il n'y ait pas eu de discipline. Donc voilà, je crois que ces trois aspects amènent à ce qu'on a vu comme exaction sur le terrain occupé par les forces russes. Oui, dans ce sens-là, moi je veux souligner également le cynisme de Poutine. Les unités qui se trouvaient dans la région de Boutcha ont été décorées collectivement. Vous savez qu'en matière de décoration militaire, soit vous êtes décoré à titre individuel pour un fait d'armes, soit votre unité peut recevoir une décoration en tant que telle. Là, Poutine, il n'a pas fait de détails. Les bouchers de Boutcha, tous décorés. Donc ce cynisme est absolument flagrant. Là, sur ce qu'on voit, c'est, je pense, une illustration de ce que je disais. C'est à la fois la volonté de punir, la volonté de terroriser, la volonté d'essayer de casser le moral des combattants. Et un point très précis, Didier évoquait la Syrie. En Syrie, vous aviez notamment autour d'Alep des hôpitaux, des unités mobiles de soins, des gens qui essayaient de soigner. Et ces unités-là, ces emprises médicales, transmettaient à l'ONU leurs coordonnées GPS pour que l'ONU prévienne les différents belligérants pour que ces points-là ne soient pas frappés, en disant ces points, c'est la Croix-Rouge, c'est les casques blancs qui essaient de défendre, etc. Quand ces coordonnées GPS arrivaient chez les Russes, c'était immédiatement transféré sur les clés. Vous savez que les avions de combat, les pilotes préparent leur mission, ils ont des cartes informatiques sur lesquelles ils rentrent leur mission, et ils rentrent ça après dans l'ordinateur de bord de l'avion. Eh bien, ils rentraient les coordonnées GPS des hôpitaux qui étaient donnés, et ils allaient les frapper. Donc tout ça, pour tous ceux qui suivent ces questions-là, ça n'a rien de nouveau. Et juste pour terminer, pour reboucler avec la question d'Arlette, qui me semble extrêmement importante, savoir est-ce qu'on armant, prolonge, etc., il y a vraiment deux questions. Une question morale, c'est-à-dire est-ce qu'on accepte ça? Est-ce qu'on dit finalement les Ukrainiens, on n'en a rien à faire, qui paye le prix, que Poutine se régale? Visiblement non, ne dis plus ça. J'ai bien compris. Il y a vraiment une question de valeur. Alors on peut dire, mais les valeurs, on s'en fiche dans la guerre. C'est ce que répondent souvent les Russes en disant, mais regardez, il s'est passé plein de choses au Kosovo, ailleurs. Ça. Il y a quand même une question de valeur. Et puis il y a une question militaire, géopolitique. C'est-à-dire que très clairement, si on laisse faire ça, les prochains sur la liste, c'est les pays baltes, où vous avez de nombreux passeports russes qui ont été distribués, où vous avez beaucoup d'anciens du KGB et de l'armée russe qui ont pris leur retraite. Alors, ceux-là commencent à être un peu âgés, mais ils ont des enfants, etc. Donc, cette idée de Poutine, si vous voulez, qui est très proche de celle d'Hitler, c'est-à-dire considérer que la question est ethnique. C'est-à-dire, là où il y a un soldat russe, il doit y avoir la Russie. Et les transferts de population dont vous parliez, on en a parlé sur ce plateau ces derniers jours, c'est un historique depuis la Russie impériale. Vous me gênez, j'occupe, je déplace les populations en Crimée et je mets des Cosaques russes à la place des Grecs qui sont balancés à Mariupol, les Tatars qui sont éliminés, les Juifs qui sont exterminés éventuellement, ou les Arméniens qui sont renvoyés à Rostov-sur-le-Don. Sans aucun état d'âme